Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 81ème review consacré à l'anime Dino Daiboken. Cet épisode intitulé Duel au jardin d'Albâtre a été diffusé le 11 juin 2022 et couvre les explications de la résurrection de Lahardt ainsi que le retour du terrible Kilvern. Il adapte du début du chapitre 280 jusqu'à la fin du chapitre 283. Et nous sommes toujours dans le tome 30 de l'œuvre originale. Bonjour, ici le staff. Cette semaine, nous avons eu droit à un épisode très classique dirigé par le vétéran Yoshihiro Ueda. Comme souvent, il propose un storyboard assez léger et plutôt efficace pour ce genre d'épisode de transition. On regrettera le plan de dos de Im qui n'apporte absolument rien et qui dure beaucoup trop longtemps. Comme d'habitude dans les épisodes de Ueda, nous retrouvons Sanda qui s'est chargé d'une des rares scènes d'action de cet épisode. Il a animé un échange assez rythmé entre Kilvern et Avan. Seiji Masuda, le directeur d'animation, a eu la main plutôt lourde sur les corrections. C'est un animateur expérimenté qui semble être très rigoureux. Il avait déjà épaulé Akira Kano sur le 70 et c'est la première fois qu'il assure ce poste tout seul. Pour la supervision de l'animation, le roulement continue avec Katsumi Tamegai et le script est de nouveau assuré par Shin Yoshida pour sa 5ème participation. Il est à présent temps d'analyser cet épisode qui donne un peu de repos au BG et une belle occasion de revanche à la faucheuse. Allez, c'est parti! L'épisode débute tandis que Lahardt révèle le secret de son retour. Contrairement à Avan qui était toujours resté vivant, le guerrier dragon est bel et bien mort suite à son combat contre Yunkel. Cependant, Baran lui a fait don de son sang de dragon, ce qui lui a permis de revenir de l'au-delà. Un flashback rappelle alors au guerrier immortel ce qu'avait fait le père de Dai pour tenter de ressusciter Pop, suite à un incroyable combat de l'épisode 31 et 32. Dans le manga, une magnifique case nous présentait un patchwork illustrant ce moment. Le visage de Yunkel était présenté en premier plan, dans le plus pur style de Koji Inada. Baran a ainsi donné son sang à ses 3 guerriers dragons, suite à leur bataille contre les disciples d'Avan. La page du manga nous plongeait dans une ambiance assez particulière, avec de magnifiques jeux de lumière sur les rayons du soleil qui rendaient le passage assez mystique. A la base, les cercueils portaient des croix chrétiennes, mais comme nous l'indiquions dans nos analyses précédentes, les références aux religions réelles ont été supprimées, et les signes ont été ainsi modifiés dans cette adaptation pour reprendre ceux des jeux Dragon Quest. Le visage du chevaucheur des terres est assez grave et fermé quand il sort du cercueil dans cet épisode, tandis que dans le manga, on pouvait plutôt lire un sentiment d'égarement. On pouvait aussi voir avec le travail d'ombrage qu'il avait pas mal maigri. Lahardt est le seul guerrier dragon à s'être extirpé des griffes de la mort. Quand on reçoit du sang du chevalier dragon, seuls les esprits les plus forts peuvent se réveiller de leur dernier sommeil. La résurrection n'est donc pas acquise. De plus, les ressuscités gagnent en endurance et en puissance, comme nous avons pu le constater avec les power-ups de Pop. C'est aussi ce qui explique pourquoi Lahardt a pu se défaire aussi facilement des pions en orichalque. Le retour du guerrier dragon et son niveau pourra donc en surprendre certains, mais il est parfaitement cohérent avec l'univers de Riku Sanjo. D'autant que si vous trouvez ce retour facile, nous avons déjà vu Baran ressusciter Pop, qu'il avait lui-même tué. C'est tout à fait naturel qu'il ait tenté la même chose avec ses propres disciples. Parce que s'il utilisait son sang uniquement pour sauver son ennemi, et non ses alliés, ce serait réellement incohérent. Le chevaucheur des terres fait la morale au guerrier immortel. Après tout, c'est parce qu'il a voulu protéger un de ses ennemis qu'il est dans un tel état, ce qui est indigne d'un guerrier. Dans le manga, ce passage est illustré avec une case en fond noir, et les traits de Lahardt y étaient très esthétiques. Le démon métis ne voit pas comment le guerrier immortel pourrait continuer le combat, et une veine se dessine sur sa main tandis qu'il serre sa lance, ce qui n'est pas présent dans le manga. Il décide d'en finir avec son ancien rival. Dans le manga, son visage semblait davantage marqué lorsqu'il débutait son assaut, ce qui est moins le cas dans cette adaptation. Cela semble pourtant logique, car en réalité, Lahardt enfonce sa lance dans le muret et annonce qu'il vient de tuer Yunkel, le guerrier immortel. Dans l'œuvre originale, le visage de Lahardt semblait plus triste à ce moment-là, tandis que dans cette adaptation, son visage est plus neutre en comparaison. Une douce musique nous enveloppe. Dorénavant, le guerrier immortel n'aura plus à se battre. Le guerrier dragon lance un sourire à son ancien rival, en reprenant la planche de base qui disposait d'un fond légèrement flouté, probablement pour mettre en exergue l'ambiguïté de la relation entre les deux personnages. Lahardt revêt donc son ancienne armure. Mais ici, une scène inédite nous montre l'armure se poser petit à petit sur son corps. On se croirait être en train de regarder un épisode de Senseiya avec les enfilages d'armure. Nous sommes régalés d'un beau travelling sur le guerrier dragon avec un beau travail sur son visage. C'est la classe. Lahardt quitte donc les lieux en courant pour prêter main forte à Dai. Comme il l'a pris métaphoriquement la vie de Yunkel, il doit à présent en assumer la mission. Le guerrier mortel sourit, il a tout donné et son maître ne le grondera pas. Im est quant à lui un peu énervé par le statut de rival de Lahardt et se promet de lui coller une bonne trempe le jour venu. Mais avant cela, il faudra qu'il finisse son duel avec Yunkel. Mais le BG ne répond pas. Im se retourne et semble surpris par ce qu'il voit. Dans la planche de base, un splendide travail sur les ombres nous empêchait de voir le corps de Yunkel, et le visage du pion était bien plus marqué,
à tel point qu'il en perdait ses pupilles et disposait d'un arrière-plan saisissant. La troupe de Chu arrive à ce moment-là, mais Im leur demande de se la fermer. À la base, le regard du pion était caché par un travail d'ombrage pour souligner la gravité du moment, et on pouvait voir l'ombre de Yunkel. Pour la première fois depuis des lustres, le guerrier mortel dort du sommeil des justes. Les combats sont oubliés, son esprit et son corps sont enfin apaisés. Le dessin n'est pas raté, mais il est certain que ce passage aura déçu bien d'entre nous. En effet, à la base ce moment prenait toute une page afin de rendre ce moment solennel. Il aurait été du meilleur goût de proposer un plan harmonie, ou d'au moins appliquer un filtre ou une luminosité adéquate. Comme ceci par exemple. Ici, le rendu est malheureusement assez quelconque pour le chant du signe du guerrier immortel, et franchement, Yunkel aurait mérité mieux. Je suis tellement beau et intelligent. Pendant ce temps, le reste de l'équipe continue d'affronter Miss Vern, qui comprend que l'intégralité de l'armée d'Orichalque a été vaincue. Il pense que seuls Yunkel ou Havan ont pu réaliser cet exploit. C'est à ce moment que la voix du maître retentit. Dans le manga, sa voix apparaissait au milieu d'une case disposant d'un arrière-plan assez étrange, et très rarement utilisé par Koji Inada. Havan annonce avec un clin d'œil que c'est son premier disciple adoré qui a vaincu la troupe de Maximum. A la base, son sourire était aussi marqué par une petite étoile pour renforcer la légèreté du personnage, même pendant un moment aussi critique. Les disciples sont ravis de retrouver leur maître qui leur adresse un petit salut de la main. Dans le manga, un léger effet sur l'arrière-plan était appliqué pour mettre en avant la douceur du personnage. L'équipe est tellement focalisée sur Maître Havan que Leona leur fait une petite crise de jalousie. La tension redescend d'un cran et Miss Vern rétracte ses griffes, ce qui est aussi le cas dans le manga avec un petit effet de mouvement sur la case originale. L'éminence grise comprend que le maître était parti en éclaireur dans le palais. Malgré les réticences de la princesse, Havan montre comment il a pu trouver tous les pièges grâce aux lunettes du voyeur. On va plutôt reprendre les termes de la version Tonkam, à savoir les lunettes de clairvoyance. C'est quand même mieux. La planche de base est vraiment bien reprise, avec un petit effet humoristique autour du personnage. Les héros en tombaient à la renverse, et Miss Vern disposait d'une petite bulle qui en disait long sur son désarroi. Le maître fait tourner son marteau et ne semble pas prêter attention à son allure. La planche de base est également bien reprise à la perfection pour notre plus grand plaisir. La coterie semble bien embarrassée, et dans la planche de base, leur faciès est encore plus marqué avec un petit effet graphique sur l'arrière-plan, comme si la honte les écrasait. Pourtant, et contre toute attente, Miss Vern rit à gorge déployée. Il a bien compris que derrière ces pitreries se cache un adversaire hors du commun. Havan retire donc ses lunettes, et dans le manga, son regard changeait complètement à ce moment-là. Alors qu'il est le dernier légat de l'armée du mal encore hostile à l'équipe, Miss Vern va faire quelques révélations. L'armée du mal et ses légats n'étaient qu'un petit jeu imaginé par l'empereur Vern. Une façon de créer une dynamique et de s'assurer une suprématie pour les siècles à venir. En utilisant plusieurs flashbacks, Miss Vern explique pourquoi les légats avaient été choisis. Dans le manga, les planches nous présentaient la disparité des commandants, avec le guerrier moustachu et le BG pour les ardeurs, le Koué pour son ambition, le Croco pour sa loyauté, et enfin le Z pour sa ruse. Mais au final, leur ralliement ou la défaite n'a aucune importance. À ce moment, les yeux de Miss Vern s'éblouissent, reprenant ainsi la direction de la planche de base. Le légat concentre alors son aura maléfique autour de lui. Dans le manga, la réalisation était différente. La puissance du légat était symbolisée par un arrière-plan, et le sentiment d'oppression et de puissance qui était encore plus impressionnant. Pop se disait avec un fond noir que Miss Vern était complètement différent des autres légats. De plus, la forme des yeux de l'imminence grise devenait également plus agressive, et on sentait qu'il allait bientôt passer aux choses sérieuses. La mise en scène du manga était donc plus grave durant ce moment. Dai commence à taper la pause pour être prêt à se battre, mais contre toute attente, Maître Havan demande à ses disciples de le laisser se battre contre Miss Vern. Une musique héroïque retentit, et Havan descend lentement les escaliers avec élégance. Dans le manga, deux cases présentaient Havan sur un fond gris, et Leona sur un fond noir, ce qui crée un lien entre lui et la princesse. Et nous verrons plus tard que ça n'était pas fait par hasard. Alors qu'Havan provoque en duel le dernier légat, une fente semble apparaître. Dans le manga, le plan était plus lisible, car on pouvait voir cet effet derrière Havan. Une faux apparaît et capture Havan. Dans l'œuvre originale, l'effet de vitesse était impressionnant, que cela soit sur la lame ou sur le visage de Dai qui avait à peine le temps d'alerter son maître. Et c'est sur ce cliffhanger que se terminait le chapitre 282 du manga. Le visage du maître semblait plus marqué dans la case originale, dans laquelle l'effet de surprise lui en faisait perdre ses pupilles. Miss Vern semble surpris en regardant le design de la faux apparue. Probablement car elle aurait dû trancher Havan en deux, mais sa réaction transparaissait bien moins que dans le manga. A la base, une bulle avec un point d'exclamation et d'interrogation nous permettait de mieux comprendre sa confusion. La princesse Leona se précipite pour aider le maître, mais celui-ci lui adresse un regard qui l'arrête net. Il est très fidèle à celui qu'on pouvait voir dans la page originale, et on comprend décidément que ces deux-là ont dû discuter pendant leur escapade dans le palais. Le maître disparaît ainsi sous les yeux de l'équipe. Miss Vern indique que si Havan n'a pas été tranché par la faute de Killvern, c'est tout simplement parce que ce n'est pas la sienne qui a été utilisée, mais une autre pour l'entraîner vers un duel.
L'épisode nous présente ainsi un plan permettant de bien voir la différence entre les deux armes, ce qui n'était pas le cas dans le manga, et c'est un ajout assez intéressant. Le maître se réveille alors dans une étrange dimension, dotée d'une brume rouge et d'un ciel étoilé. Dans le manga, cette brume était présente, mais il était évidemment impossible d'en deviner la couleur. Le silence est de mise, et la mise en scène rend l'atmosphère pesante. De plus, un bon travail sur les rares sons environnants a été réalisé afin de créer une ambiance mystérieuse. Un étrange robot doté d'une faux est également présent, mais ne semble pas réagir à la présence d'Avan. Et Kilvern apparaît, et confirme que c'est bien le robot qui l'a happé dans cette dimension. La faucheuse est entourée d'une brume rouge pour maintenir le suspense autour de sa nouvelle apparence. Dans le manga, cet effet de suspense était également présent avec l'utilisation d'une palette grise, pour uniquement montrer sa silhouette. Même si l'effet graphique de la brume aurait pu être un peu mieux travaillé, c'est une excellente idée de l'utiliser pour créer une mise en scène autour de la révélation du nouveau visage de Kilvern. La brume se dissipe, et c'est le masque de la colère qu'a choisi le sinistre assassin, aussi appelé masque du courroux dans la version française de Tonkam. Le manga utilisait une page entière pour nous présenter le changement visuel sur le personnage, et on pouvait bien sentir toute la fureur qu'il animait. Le sinistre Kill envoie une carte à Avan, à l'effigie de Piroro. Le design de la carte reprend à l'identique celle visible dans le manga. Kilvern propose un duel à la régulière, sans aucun piège, et le vainqueur verra sa tête tranchée par le robot aussi appelé Judge. On pouvait voir un démon à la tête tranchée pour illustrer la triste fonction de cet arbitre mécanique dans le manga. La censure est de mise dans cet épisode, où cette partie est uniquement illustrée avec une gerbe de sang vert. Même si Kilvern parle de duel à la loyale, le simple fait d'avoir entraîné Avan dans une dimension parallèle est un piège en soi. La faucheuse fait alors apparaître une rapière avec un effet violet, qui adapte l'effet de vitesse qui apparaît dans la case originale du manga. Maître Avan semble désorienté. Kilvern compte-t-il vraiment se battre à l'épée? Jusqu'à maintenant, nous avions été habitués uniquement à le voir avec une faux. Tout comme nous, Avan n'a pas vraiment le temps de se poser des questions, puisque Kilvern se précipite contre lui. L'effet de la case originale était saisissant, avec un regard plein de haine de la part de la faucheuse. Ce regard a bien été adapté, et ce, même sans reprendre l'effet pupille manquante de la planche de base. Sans être aussi impressionnante que sur les gros combats, l'animation est propre et dynamique. Avan semble pourtant bien en difficulté dès le début, et se prend des dégâts. Pour être précis, Judge indique que le maître a perdu 65 HP suite à l'attaque préventive de Kill. Les amateurs de RPG seront ravis que cette indication du manga ait été conservée. De son côté, Miss Vern fait son bookmaker avec le reste de la coterie, et il mise sur la victoire de son acolyte. C'est là-dessus que se terminait le chapitre 283 du manga, où il demanda à Dai son avis sur celui qui allait revenir vivant. L'épisode se termine tandis que le combat continue, avec un Avan en bien mauvaise posture, tandis que le juge prépare sa faux pour couper la tête du vaincu à la moindre occasion. Le maître ne peut compter que sur lui-même. Saura-t-il trouver une échappatoire? Rendez-vous la semaine prochaine. Cet épisode principalement narratif a présenté un résultat globalement correct. L'humour autour du personnage d'Avan a été maintenu, et du temps a été pris pour garder ses pitreries et la réaction mitigée de son équipe. Le secret du retour de la rareté est à présent connu de tous, et peut-être que certains seront un peu déçus. Ainsi, certains plans sur le personnage ne sont pas à la hauteur des planches du manga, et l'ambiance particulière autour de sa résurrection aurait pu être davantage travaillée. La grande déception autour de cet épisode concerne bien évidemment la planche du chant du cygne de Yunkel, qui est tout à fait anecdotique dans cette adaptation, alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un soin tout particulier. C'est d'autant plus dommage que la musique qui l'accompagne est une grande réussite signée Yuki Hayashi. Il y a quand même du travail de mise en scène qui a été réalisé, comme l'utilisation de la brume rouge pour découvrir le nouveau visage de Kilvern, dont le design est toujours aussi réussi. D'ailleurs, Riku Sanjo avait avoué lors d'une interview que pour affronter quelqu'un d'aussi fourbe que Kilvern, il fallait un héros qui soit capable d'agir avec autant de malice. C'est pour cela qu'Avan a été ramené à ce stade de l'aventure, c'est le seul qui pouvait faire face à la faucheuse. Pour l'anecdote, dans l'anime de 91, les deux personnages disposaient du même seiyuu, à savoir Hideyuki Tanaka. Fruit du hasard, ou lien déjà établi entre ces deux rivaux? On vous laisse juger par vous-même. Comme les chapitres adaptés disposent d'un nombre de dialogues conséquent, ça n'a pas dû être facile pour l'équipe de maintenir un rythme adéquat, et ils s'en sont quand même plutôt bien sortis dans l'ensemble. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode 81? Dites-le nous. Cette 81ème review est désormais terminée, nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner le courage de continuer. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord, dont les liens sont évidemment en description. Allez, prenez bien soin de vous, chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.